RRB, l'invité du matin. Notre invité ce matin, David Wittgenbus, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes délégué exécutif de la Fondation pour l'éducation au climat. Quelques mots tout d'abord sur cette fondation. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est une ONG installée à Paris qu'on a créée il y a 1 an et demi avec un certain nombre d'acteurs, la main à la pâte, l'IRD, Météo France, Météo et Climat et puis beaucoup d'autres, notamment l'Institut Pierre-Simon Laplace et différentes académies des sciences dans différents pays. Le but de cette fondation, c'est d'aider les enseignants à enseigner le changement climatique depuis l'école primaire jusqu'au lycée en fait. Enseigner le changement climatique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire... Parce qu'on enseignait la biologie, la physique, la chimie, je vois à peu près, mais enseigner le changement climatique, j'ai un peu plus de mal. C'est justement toute la difficulté. Aujourd'hui, il n'y a pas d'enseignement du changement climatique en tant que tel. On a des petites briques. Justement, on va travailler sur la biodiversité, on va travailler sur l'énergie, on va travailler sur des petites choses comme ça, de façon déconnectée. Et en fait, ça interdit aux élèves d'avoir une pensée un peu systémique et globale du phénomène changement climatique. Donc aujourd'hui, on essaye d'agir auprès des enseignants pour les aider à mettre en place des activités pluridisciplinaires de façon à ce que les élèves comprennent bien l'ensemble du problème et pas juste des petites briques. Alors vous êtes en Calédonie pour quelques jours justement pour former les formateurs, former les enseignants. Ça prend quelle forme ? Alors on fait ça sous forme d'atelier. C'est très très pratique en fait. C'est pas des cours théoriques sur le changement climatique. On est là, on se pose des questions, on réfléchit tous ensemble à la façon dont on pourrait répondre à ces questions. Ça peut être des observations, ça peut être des expériences, des modèles, des débats, des jeux de rôle, etc., etc. On met en place ces activités, on conclut, on débat, etc. Et le but c'est vraiment de mettre les enseignants dans une position proche de celle qui serait la position des élèves dans la classe telle qu'on aimerait qu'ils enseignent. Et ça veut dire qu'il y a une vraie demande de la part des enseignants d'être formés à ce genre de choses ? Oui, alors aujourd'hui, chez les enseignants, il y a quand même une très forte demande sur ce sujet-là. La plupart sont convaincus de l'importance de l'éducation au changement climatique, mais pour beaucoup, ils se sentent démunis de par leur formation initiale. Quasiment aucun n'a étudié les sciences du climat dans son cursus, et même les professeurs des sciences. Et leur formation continue, pour l'instant, sur ce thème-là, est balbutiante. Et en termes d'outils pédagogiques, c'est pareil, il y a assez peu de choses. Justement, la mise à disposition d'outils pédagogiques, c'est quelque chose d'important, ça, pour les enseignants, d'avoir, j'allais dire, peut-être des petites mallettes pratiques pour enseigner ? Oui, alors après, le type d'outil peut être un peu différent de mallettes, mais oui, c'est très important pour ces enseignants d'avoir des outils, même des outils très clés en main qui vont vraiment préciser, comme des leçons types finalement, ou des progressions toutes faites. Non pas parce qu'on demande aux enseignants de les appliquer de façon toute faite, mais parce que ça leur donne des exemples de choses qui sont cohérentes d'un point de vue scientifique et qui marchent, parce que ça a été testé dans des classes. Donc là, nous, c'est ce qu'on propose. Et bien sûr, on encourage évidemment les enseignants à ne pas suivre ça comme une recette de cuisine, à improviser, à s'adapter aux élèves, au temps, etc. Mais c'est un premier jet plutôt qu'une page blanche, et ça les rassure et ça les guide un petit peu. La formation des enseignants, vous intéressez aussi aux élèves ? Vous les avez rencontrés, les élèves, en Calédonie ? Oui, alors c'est plus rare qu'on fasse des interventions directement devant les élèves, parce qu'en fait, nous, notre public naturel, c'est plus les enseignants. Mais effectivement, j'ai profité de mon séjour en Calédonie pour aller visiter un lycée et 2 collèges. Et c'était très intéressant de voir leurs questionnements, qui sont assez proches de ceux de leurs enseignants. Et justement, vous sentez qu'il y a une prise de conscience chez les jeunes de ces problématiques du changement climatique, du dérèglement climatique ? Oui, ils se sentent extrêmement concernés. Et bien souvent, ils n'ont pas de compréhension du phénomène. C'est-à-dire qu'ils entendent parler du changement climatique, ils savent que ça existe, mais ils vont confondre beaucoup de choses. Ils vont confondre le changement climatique avec le problème de la couche d'ozone, ils vont confondre le climat avec la question de la pollution, les déchets plastiques, etc., qui sont des choses qui n'ont rien à voir. Et finalement, ça se mélange un peu dans leur tête. Et surtout aussi, ils sont relativement angoissés par tout ce qu'ils entendent, et ils n'arrivent pas à démêler le vrai du faux, etc. Donc là, nous, on essaie vraiment de les aider à comprendre vraiment ce qui se passe. C'est un peu la problématique, démêler le vrai du faux, parce qu'on entend plein de choses sur le dérèglement, le changement climatique. C'est ça aussi l'important, c'est d'essayer de démêler la pelote de laine finalement ? Oui, tout à fait. Donc c'est aussi pour ça que cet enseignement, il doit donner
une part belle à l'enseignement scientifique, même si c'est important que ce soit pas que des sciences. C'est important qu'il y ait aussi l'histoire-géographie, les français, l'économie, voire au lycée, etc. Mais la colonne vertébrale d'un projet comme ça, nous on pense qu'il faut que la science soit présente parce que c'est avant tout un problème scientifique. Et dans l'enseignement de la science, il y a d'une part comprendre les phénomènes en jeu, mais il y a aussi une éducation plus à l'esprit critique, c'est-à-dire comprendre la démarche scientifique. Qu'est-ce qui va distinguer un savoir scientifique d'une opinion personnelle, par exemple, quels sont les faits, qu'est-ce qu'on peut leur faire dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas leur faire dire, etc. On s'était rencontrés il y a quelques jours, vous arriviez juste sur le territoire, c'était au Crépac. Pourquoi est-ce que vous travaillez en lien avec le Crépac ? Le Crépac, alors je ne suis pas la meilleure personne pour parler du Crépac, mais le Crépac vraiment travaille sur la francophonie, et de ce que j'ai cru comprendre dans la francophonie, il y a évidemment la promotion de la langue française, mais il y a aussi la promotion d'un certain nombre de valeurs. Oui. Et la France se veut à l'avant-garde en ce qui concerne le changement climatique, voire dans les pédagogies, l'éducation innovante. Et donc ça fait sens pour le Crépac de s'intéresser à l'éducation au climat. Et pour nous, c'est intéressant de travailler avec le Crépac parce que c'est un organisme qui est solide et qui est capable d'organiser des choses intéressantes avec les enseignants ici. David Wilgenbus, on va remonter un petit peu en arrière. Quel lien est-ce qu'on peut faire entre la modélisation des flots bipolaires, mécanismes d'éjection dans les jeunes étoiles et les problématiques du climat? Je vois que vous avez googlé mon nom. Alors, ça marche très bien. Donc ça, c'était mon sujet de thèse il y a une vingtaine d'années. Effectivement, j'étudiais le milieu interstellaire et notamment j'étudiais la propagation des ondes de choc dans le milieu interstellaire et de voir les conséquences que ça a sur la formation des étoiles. Vous voyez, quand on est passionnant aussi. Hein. C'est très intéressant, mais c'est très loin de l'éducation au climat. En fait, j'ai toujours été passionné par l'éducation. Quand j'étais élève même déjà de lycée, je donnais déjà des cours de sciences à des élèves collégiens, puis plus tard je donnais des cours à des élèves lycéens, puis des élèves à l'université. Seulement, je ne me voyais pas devenir prof parce que je suis dans une famille où il y a des profs partout. Et voilà, je voulais pas être encore un prof de plus dans la famille. Mais vous aussi, vous êtes le vilain petit canard de la famille. C'est ça. Mais je suis pas tombé, la pomme n'est pas tombée très loin de l'arbre. Voilà, j'ai toujours été intéressé par l'éducation, mais je voulais pas perdre le pied non plus avec la science. Et finalement, j'ai rejoint l'équipe La Main à la Pâte, ce qui a été pour moi vraiment le cadre idéal. C'est-à-dire que La Main à la Pâte, de par son ancrage avec la communauté scientifique, l'Académie des sciences, permet de garder un pied dans la science, mais de par sa mission d'éducation, notamment d'accompagnement des enseignants, m'a permis de concilier un peu mes deux amours, la science d'un côté et la pédagogie de l'autre. Et j'aimerais qu'on parle un petit peu de La Main à la Pâte, parce que ça a un véritable succès auprès des enseignants. C'est quoi La Main à la Pâte? C'est des petites mallettes pédagogiques, c'est ça, pour donner quelques idées sur certains concepts? La Main à la Pâte, c'est pas tellement des mallettes. La Main à la Pâte, c'est plus une façon de considérer les sciences. Oui. Nous, on a en général plutôt, enfin, en ce qui me concerne, non, mais c'est vrai que le plus souvent, les gens ont un mauvais souvenir des sciences à l'école, au collège et surtout au lycée. Oui. Le cauchemar, c'est se rappeler la classe de physique de seconde chez la plupart des profs. Et le fameux tableau de Mendeleïev. Exactement. Et en fait, cet enseignement de la science qui est très factuel, finalement, on doit apprendre des énoncés par cœur, etc., sans forcément faire de lien. Donc, on considère que c'est pas la meilleure façon d'enseigner les sciences. La main à la pâte, l'idée, c'était de dire, on va essayer de faire comprendre aux élèves que la science, c'est une activité. C'est pas des connaissances qu'on doit apprendre par cœur, c'est une activité. C'est un questionnement, c'est des expériences, etc., etc. Et donc, l'idée de la main à la pâte, c'est d'aider les professeurs à se former en sciences pour qu'ils enseignent les sciences de cette façon-là. Et donc ça fait 20 ans, un petit peu plus de 20 ans que La Main à la Pâte existe. Et fondamentalement, les trois domaines de La Main à la Pâte, c'est créer des outils pédagogiques. Alors, il y a eu des mallettes à une époque, mais on n'en fait plus trop aujourd'hui parce que c'est assez coûteux. On préfère diffuser des outils pédagogiques sur Internet, donc des séquences de classe, des vidéos, des choses comme ça. Il y a également beaucoup de formations. Nous, on forme à la fois des enseignants et des formateurs d'enseignants, des formateurs de formateurs d'élèves, si on veut. Et le troisième pôle, c'est vraiment autour des réseaux. C'est-à-dire que souvent, les enseignants sont un petit peu solitaires dans leur coin. Et ce qu'ils font, parfois ils font des choses absolument formidables, mais ça diffuse pas autour de leur classe et c'est dommage. Donc on met en place des réseaux pour essayer de faciliter un peu l'apprentissage par les pairs et la diffusion de ces innovations. David Wilgenbus, vous êtes astrophysicien de formation. Je crois que vous avez travaillé avec Hubert Reeves notamment. Comment est-ce qu'on passe du milieu interstellaire à l'écologie? On sent qu'il y a de plus en plus, pour parler de la communauté des astrophysiciens, il y en a de plus en plus qui s'engagent pour
pour l'écologie, pour les problématiques du climat. C'est cette fameuse transversalité qui est importante. Oui, alors j'ai pas travaillé avec Hubert Reeves, j'aurais bien aimé, mais par contre j'ai été l'élève d'Hubert Reeves, et ça c'est une chance incroyable. Mais effectivement, des gens comme Hubert Reeves depuis très longtemps, ou plus récemment des gens comme Aurélien Barraud par exemple, sont très très impliqués dans ces questions climatiques. Je pense que c'est quelque chose qu'on voit en fait dans toute la communauté scientifique. Les astrophysiciens ont la chance de travailler dans une science qui est bien vulgarisée, donc ils sont assez présents dans les médias, mais finalement aujourd'hui, toute la communauté scientifique dans son ensemble se sent concernée par ça, et aussi à travers le changement climatique, c'est défendre aussi une certaine vision de la science. C'est-à-dire, on voit dans certains pays qu'on n'a pas besoin de nommer, des dirigeants qui ne tiennent pas compte des résultats de la science et qui prennent des décisions qui sont aberrantes, qui sont pas basées sur des faits, qui sont basées sur de l'idéologie. Et donc je pense que les scientifiques, derrière ces questions climatiques, portent un peu le drapeau de la science, de la rationalité, de la raison derrière ça. Vous restez combien de temps encore en Nouvelle-Calédonie, et quel est votre programme pour les jours qui viennent? Je crois que vous partez pour l'IFU, c'est ça? C'est ça, je pars pour l'IFU juste après notre émission. Et à l'IFU, je vais former des professeurs de l'IFU et de Nouvelle-Zélande aussi qui vont venir sur l'IFU, des professeurs de primaire et de collège, de différentes disciplines. Vous reviendrez en Calédonie, David Wilgenbus? J'espère bien, c'est quand même un endroit agréable. En plus, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.